Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux associés d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Collaborator avec Manon Bordereau, avocate en droit économique au cabinet Nomos qui partage avec nous son parcours riche et varié. Dans cet épisode, Manon revient sur le début de ses études à Aix-Marseille, son échange à UCL et un Master 2 à Assas avant d'intégrer des cabinets prestigieux en stage et en collaboration. Elle nous raconte son arrivée sur le marché du travail en 2020, en pleine pandémie, et comment cette période particulière a influencé ses choix de carrière. Dans cet échange, Manon parle de ses débuts comme collaboratrice, mais également en tant que juriste au sein du groupe Clarins, puisqu'elle a décidé de les rejoindre après 2 ans de collaboration. Elle nous explique aussi la décision qu'elle a eue de retourner dans la profession d'avocat. Elle nous partage donc ses réflexions précieuses sur les différences entre travailler en cabinet et travailler en entreprise, ainsi que les enseignements qu'elle a tirés de ces 2 univers. Je vous laisse écouter cet épisode et me donner vos retours. Bonjour Manon. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocate ? Pourquoi j'ai voulu devenir avocate ? Honnêtement, je dirais pas que c'était une vocation que j'avais de naissance. C'est un peu venu au fur et à mesure de mes expériences, que ce soit au fur et à mesure de mes études, où l'envie s'est précisée, et puis les stages. C'était pas... voilà, je me suis pas levée un jour, un matin, c'est pas le rêve de ma vie depuis que je suis petite, c'est plutôt un projet qui s'est mûri au fur et à mesure des expériences. On va rentrer sur ce sujet-là après, je vais essayer de le faire dans l'ordre chronologique, mais évidemment, la fac de droit n'emmène pas juste au fait de devenir avocat. Souvent, on est un peu réduit à avocat ou magistrat, et en fait, tu en as aussi vécu l'expérience du côté juriste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton parcours, qui soit universitaire ou professionnel, et aujourd'hui, tu es en cabinet d'avocat, mais voir le cheminement qu'il y a eu jusque-là ? Ouais, du coup, sur mon parcours universitaire, moi j'ai fait ma licence, j'ai commencé mes études à Aix-en-Provence, donc j'avais fait ma licence de droit à Aix-en-Provence. Ma 3e année, j'ai eu la chance de pouvoir la faire en Erasmus, donc je suis partie à Londres. J'ai étudié 1 an en Angleterre, ce qui m'a permis un peu d'ouvrir mes horizons, de aussi rencontrer des cabinets, c'est justement là-bas, ou des cabinets un peu anglo-saxons, tu vois, parce qu'avant, quand j'étais à Aix-en-Provence, je connaissais pas trop le monde des affaires, et tu vois, toute cette partie-là, j'avais un peu une vision un peu plus locale du droit. Donc c'est vrai que je pense que Londres a été un bon déclic. Tu vois, ça m'a donné envie de voir un peu plus que local. Et c'était un lien, et un partenariat entre ta faculté française et anglaise, ou c'est toi qui as voulu partir ? Parce que souvent, on sait que les facs ne sont pas toujours très ouvertes à ce sujet-là. Ah non, mais c'était programme Erasmus, parce que c'était avant le Brexit. Donc du coup, j'ai pu partir dans le cadre du programme Erasmus. Et c'était 1 an à UCL. Donc en plus, une super université, donc ça m'a vraiment... franchement, pour le coup, je regrette pas du tout. Effectivement, la question s'était posée de savoir si j'allais pas manquer quelque chose en partant en 3e année, parce que du coup, il y a des matières fondamentales que j'ai pas étudiées. Effectivement, quand je suis arrivée en Master 1 après droit des affaires, j'avais jamais fait de droit des sociétés, j'avais jamais fait d'autres matières. Mais bon, je l'ai rattrapé, tu vois, ça m'a pas empêché après de devenir avocate en droit des affaires, alors que j'avais jamais fait de droit commercial, tu vois, en licence. Donc voilà, ça se rattrape, et j'encourage du coup justement les gens à partir. Et j'ai vu justement, avant de devenir avocate, et on va parler de ta spécialité, tu rentreras plus dans le détail, mais autour du droit économique, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de stages en cabinet d'avocat, dans des gros cabinets qui soient français ou internationaux, mais aussi en entreprise. Justement, comment tu vas chercher tes stages ? Comment tu te dis, je vais dans tel ou tel type de structure dans lesquelles tu te sens le plus apprendre, et tu fais le premier pas vers la professionnelle. Alors mes premiers stages, ça a été donc en Master 2, donc mon Master 2 pour le coup, j'étais plus dans le sud, j'ai fait à Assas en droit européen des affaires. Du coup, j'avais un premier stage à faire dans le cadre de ma formation. Celui-là, je l'avais fait en entreprise.
parce que c'est aussi la première chose que j'ai trouvée. Mais du coup, à la suite de ce premier stage en entreprise qui m'avait plu, j'ai quand même voulu m'essayer au cabinet d'avocat avant de passer le barreau. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'un premier stage, c'était chez Gide. En fait, j'avais tout simplement candidaté. Voilà. Enfin, franchement, pour le coup, je crois que Gide avait fait une intervention dans mon Master 2, était venu faire une intervention sur un sujet en particulier. Ils recrutaient des stagiaires, donc on avait fait passer les CV. Et puis voilà, vraiment le processus de candidature classique. Vraiment classique. Et en fait, c'est après ce premier stage dans mon cabinet qui t'ouvre les autres, en fait, finalement. Quand tu peux avoir un beau nom comme ça sur ton CV, ça facilite les recherches suivantes. Et après, du coup, les stages suivants que j'avais faits, c'était... en fait, j'ai eu un premier échec au barreau, donc en fait, c'est l'année entre les passages où j'avais été en entreprise. Mais justement, en fait, je m'étais dit, faire un stage en entreprise un peu long, un nouveau stage, voire au cas où, en fait, on ne sait jamais. Si je le repasse et que je ne l'ai pas, faut aussi un peu préparer l'avenir. Donc, du coup, ce stage en entreprise, j'y retourne dans cette entreprise pour faire mon alternance EFB. Et je fais mon PPI chez L'Oréal, en fait. Donc, ce qui m'ouvre un peu le secteur cosmétique après par la suite. Mais voilà, comment je candidate, en fait, simplement, voilà, j'ai pas de secret magique, voilà, c'était des candidatures spontanées, parfois spontanées, parfois réponse à une offre. Voilà, c'est vu l'aide de motivation, tout simplement. Ouais, parfois, faut pas aller chercher bien loin. Et il faut pas se censurer parce qu'en fait, j'avais pas de piston, moi j'ai pas d'avocat dans ma famille qui a pu pousser ma candidature à un moment donné. Mais bon, voilà, après... Ouais, pas se censurer, je pense que c'est un bon point parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a toujours meilleur. Et oui, il y aura toujours des meilleurs CV. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Donc, C'est ça, et puis après, voilà, pour savoir où postuler, comment on choisit, j'avais un peu les méthodes classiques. J'ai une anecdote drôle à raconter là-dessus, c'est quand je suis arrivée en Master 2 à Paris... dans mon Master, justement, notre directeur de Master proposait d'envoyer nos CV à... un certain nombre de cabinets d'avocats ou d'entreprises, donc c'était un peu au plus rapide, il fallait lever la main dès qu'il disait le nom. Et en fait, moi, j'y connaissais rien au cabinet d'avocats parisien, donc je me rappelle quand ils disaient Darrois, je voyais tout le monde qui levait la main, ou Bredin, moi je connaissais pas. J'étais vraiment l'ovni, mais voilà, j'arrivais de province, j'aime pas cette expression, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas forcément cette connaissance, et c'est au fur et à mesure du coup de mes expériences que j'ai appris à connaître les cabinets. Mais ça permet au moins de pas se censurer au départ. Et justement, alors donc tu as tout le passage élève avocat, tu fais des stages en entreprise, en cabinet, et derrière arrive le moment où tu dois chercher une première collaboration. Si je dis pas de bêtises, c'est la période 2020, on se rappelle du Covid. Comment tu t'y prends ? Dans quel état d'esprit on est à cette période-là ? Et la deuxième chose, dans quelle matière finalement tu t'orientes ? Parce que je comprends que tu as fait du droit des affaires avec une connotation internationale. Je comprends que dans tes stages, tu as été dans l'univers du luxe, notamment chez L'Oréal, mais pas que. Donc on arrive là pour cette première collaboration. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, alors moi j'avais fait des stages dans les cabinets d'avocats, c'était plutôt dans des équipes droit de la concurrence, mais droit économique aussi en fait. On va dire en concurrence, tu as la vertu vraiment antitrust, entente, abus de position dominante, tout ce qui est contentieux devant l'autorité de la concurrence ou Commission européenne, et la vertu un peu contrôle des concentrations, qui me plaisait beaucoup. Mais après, avec mes stages en entreprise, etc., j'avais fait aussi du droit de la distribution, droit de la consommation, donc en fait un peu une autre partie, un autre volet de ce qu'on appelle le droit économique. Donc voilà, j'avais un peu cette casquette un peu large. À la base, moi, je voulais faire de l'antitrust. Je m'étais dit, je veux faire ça. Je veux vraiment faire des ententes, des abus de position dominante et faire du contentieux devant l'autorité. Et effectivement, 2020 arrive. J'étais en stage final dans un cabinet qui faisait beaucoup de contentieux en pratique anticoncurrentielle. Mais voilà, Covid. Franchement, je me rappelle avoir commencé à envoyer mes CV la première semaine de mars pour que 2 semaines après, on se retrouve tous confinés. Donc là, ça a quand même un peu changé mes perspectives. J'avais, du coup, pour pas me retrouver sans rien, parce qu'en fait, quand on a été déconfiné fin mai, clairement, j'ai pas de piste de collaboration.
Et en même temps, mon stage allait bientôt arriver à son terme, puisque voilà, ça s'est terminé fin juin. Du coup, j'ai accepté de faire un stage complémentaire dans un autre cabinet, dans une équipe concurrence-distribution, en me disant, bon, bah voilà, c'est mieux que rien. Ça me laisse du temps pour chercher une collaboration. Ça paye mon loyer aussi, pour bien travailler, voilà. Et j'avais accepté ce stage, c'était jusqu'à fin octobre. Donc voilà, parce que en fait, ce que l'EFB t'autorise à faire jusqu'à ce que tu aies résultats du CAPA. Et au final, pendant cette période-là, j'ai une opportunité dans ce cabinet, chez Joff, dans l'équipe qui s'appelle droit commercial, mais qui fait en fait du droit économique. Donc voilà, j'ai cette opportunité, je passe les entretiens courant de l'été, j'ai l'offre, je pense que c'était début septembre qu'ils m'ont fait l'offre. Et donc je réfléchis parce que je me dis, bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. J'avais quand même, mon CV correspondait, je pense que j'avais l'expérience, parce qu'ils font beaucoup de distribution, notamment distribution sélective, parce qu'ils travaillent beaucoup dans l'industrie du luxe. Donc il y a quand même un peu de droit de la concurrence, mais c'est pas exactement, je me dis, bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire à la base. Donc je réfléchis, et puis bon, en fait, je me dis, à un moment donné, il faut quand même se lancer. C'est mieux que rien, donc j'accepte. Voilà. Je spoil la suite, t'as fait un passage derrière ça en entreprise et on va en parler parce que je trouve que c'est intéressant, t'es loin d'être la seule et puis surtout t'es revenue après à la profession, donc c'est rassurant sur plein de points. Qu'est-ce que tu retires comme apprentissage justement de cette première expérience, tant sur ce cabinet mais même plus globalement sur une expérience d'une jeune collaboratrice qui arrive et qui en fait, à part quelques stages, on est lancé un peu dans le grand bain, quoi. Déjà, je pense qu'on ne nous prépare pas assez au stress de la première expérience professionnelle. Franchement, c'est... Alors pourtant qu'au final, en fait, justement par les stages, on a quand même... Quand on arrive à la fin de nos études, on a quand même fait pas mal de stages en général, sauf à avoir tout enchaîné assez vite, à avoir passé le barreau en Master 1. Mais en général, on se sent quand même prêt à commencer la collaboration. En tout cas, moi, je sais que arrivé fin juin 2020, j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de commencer à travailler. Donc je pense que ça, on est prêt. Il n'y a pas une grosse différence. Je veux dire, entre ce qu'on vous demande à la fin de votre stage final et le début de la première collaboration, la transition normalement se fait assez bien. Mais il y a ce côté en fait où on est un peu dans une durée indéterminée et qui génère un espèce de stress. Mais en fait, on s'y fait. Donc voilà, mais ça vraiment c'est quelque chose, je pense qu'on ne dit pas assez et en fait c'est normal de se sentir un peu stressé au début. Voilà. Ce que j'en retire de ma première expérience, pas mal de bonnes choses quand même. En tout cas c'était une première expérience réussie. Je sais que des fois il y a certaines expériences malheureuses, moi c'était pas le cas. J'ai eu de la chance de travailler avec une équipe très solidaire. Que ce soit les collaborateurs de mon équipe avec qui j'étais, il y avait une super bonne entente. Il y avait un senior qui nous mentorait pas mal et des associés vraiment humains, ce qui est quand même plaisant. C'est clair. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mots-clés qui ressortent. C'est le côté mentorat, donc formation de fond quand on est collaborateur junior. Et évidemment, le côté équipe, très structuré. Tu me dis qu'il y avait des juniors, des... Alors, c'était pas si structuré que ça, justement. Mais en tout cas, il y avait un collaborateur qui était bien plus senior que les autres et qui, du coup, qui est passé cancel, qui est passé associé maintenant, mais voilà. Ok. Et après, le troisième point, bienveillance, ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu avais réussi à l'époque ou aujourd'hui à essayer de minimiser les risques, où en fait on arrive, on ne sait pas comment aller glaner l'information? Est-ce qu'aujourd'hui tu as eu des apprentissages justement et tu ferais différemment, ou tu as des jeunes collaborateurs qui nous regardent, ou moins jeunes d'ailleurs, pourraient prendre un peu ces éléments Alors, je touche du bois quand je dis ça. Franchement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Donc vraiment j'ai de la chance. En tout cas, je suis jamais tombée dans quelque chose de toxique, le management toxique ou vraiment. Alors je sais pas si c'est parce qu'en entretien, j'arrive un peu à déceler. Voilà. Après, forcément, on se renseigne. On entend des choses. Après, je me suis aussi toujours interdit de me... Alors, peut-être pas pour les collaborations, je prendrais peut-être pas le risque, mais par exemple, au niveau des stages,
je sais que par exemple, mon premier stage en cabinet, on me disait mais ce cabinet c'est horrible, ils traitent trop mal leurs stagiaires, tu vas voir. Il y en a qui me disaient moi par principe je postule pas. J'étais là, en fait tout dépend, enfin surtout dans les gros cabinets en fait, vraiment tout va dépendre de ton équipe. D'un département à un autre, ça peut être complètement différent. Les équipes changent aussi, il y a quand même pas mal de turnover, donc en fait une personne toxique qui peut un peu polluer une équipe, en fait il suffit qu'elle parte et puis ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je me suis toujours interdite un peu d'écouter ce genre de choses et ça m'a plutôt bien réussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas évident, c'est pas forcément évident à déceler. Non mais donc 3 choses. La première, c'est le feeling que tu as en entretien. Peut-être que tu as des questions qui sont plus ou moins discriminantes. Je sais pas, à toi de me dire. La deuxième chose, c'est évidemment se renseigner, donc peut-être avec des confrères, des consoeurs. Et la troisième, c'est pas se brider ou s'interdire quelque chose de manière globale sur un cabinet, puisque c'est chacun. Ouais, c'est ça exactement. Et du coup, tu as des questions ou pas en entretien que tu poses un peu, pas piège, mais en tout cas discriminantes en tête ou pas nécessairement? Je réfléchis. Non, après, c'est toujours important de se renseigner sur... ou plutôt, en fait, tu vois sur le site la durée, en fait, déjà dans quel contexte s'inscrit le recrutement, tu vois, de savoir pourquoi vous recrutez. Après, bon, c'est assez, quand même en cabinet, c'est assez fréquent qu'au bout de 2-3 ans, surtout quand c'est la première collaboration, ça veut pas forcément dire qu'il y a un problème dans le cabinet, c'est normal. Et surtout, je pense maintenant, on est une génération on a quand même plus de facilité à changer et je pense que les époques où les gens restaient 10 ans, 15 ans ou toute leur carrière à un endroit, c'est quand même moins le cas. Mais voilà, tenant les aboutissants et aussi savoir, en fait, c'est des questions de quelle est votre manière de travailler, de manière de collaborer aussi. C'est important de savoir, concrètement, est-ce que je participe avec vos réunions, est-ce que, de savoir comment l'associé considère le collaborateur, est-ce qu'il le considère comme un exécutant ou est-ce que vraiment comme un partenaire avec qui il va collaborer. Ok, hyper intéressant d'aller vraiment dans le concret du quotidien. Au bout de 2 ans de collaboration, si je dis pas de bêtises, tu pars, alors je sais pas si sur un coup de tête ou pas, tu vas nous dire en entreprise, tu deviens juriste. À peu près sur les mêmes matières a priori, tu rentreras dans le détail. Pourquoi est-ce que tu as voulu partir des cabinets d'avocats à ce moment-là? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Comment, c'est loin d'être rare et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais t'avoir aujourd'hui, mais c'est intéressant de comprendre les raisons. Qu'est-ce qui a fait que tu aurais peut-être pu rester plus longtemps à ce moment-là ou pas d'ailleurs en cabinet? En fait, donc je pars, c'est ça, après 2 ans de collaboration, je fais le choix d'aller en entreprise. En fait, je fais pas le choix de quitter le cabinet. C'est pas une décision, je me dis pas je quitte la profession d'avocat. C'est plutôt je change, en fait, je voulais une nouvelle expérience professionnelle. Je vois cette offre passer, je me dis tiens, en fait, quand je vois le descriptif des missions, je me dis ça correspond quand même vachement à ce que j'aime faire. Ce que je faisais en cabinet pour une multitude de clients, mais du coup, je faisais beaucoup de descriptions sélectives dans ma première collaboration. Là, pour le coup, ça correspondait vraiment à ça. En tout cas, c'était les compétences recherchées. Je me dis, l'entreprise en soi, le groupe en soi, c'est une entreprise qui me plaît. Un management, c'est une entreprise familiale. Donc je me dis, ça peut potentiellement m'intéresser. Donc je postule, en fait. Voilà, tout simplement. C'est vraiment, j'ai vu cette offre, je me dis, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Et puis je passe les entretiens. Et les entretiens se passent bien. Et en fait, ça va assez vite. Et j'ai l'offre. Et je me dis, est-ce que je tente? Pourquoi pas, en fait? Mais je le fais pas en me disant je veux plus être en cabinet et je veux absolument passer en entreprise. Donc il y a ça, il y a cet aspect-là. Puis il y a aussi l'aspect que je pense à ce moment-là, j'avais aussi plus personnellement envie d'un peu plus de stabilité. Je pense que le stress de la collaboration, c'était vraiment personnel, mais je me dis tiens, est-ce qu'on est pas un peu plus, c'est pas un peu plus sécurisant? C'est bête, mais voilà. Le CDI, le package entreprise. Donc mais je le fais pas en me disant, en tout cas c'est pas dans une logique de dégoût du cabinet, comme ça peut être le cas pour certaines personnes. Et donc en fait quand je fais ce mouvement, je me dis pas je reviendrai jamais. Et d'ailleurs je me fais juste omettre, tu vois, je démissionne pas du barreau, je demande juste mon omission. Voilà.
tant mieux, vu la suite de l'histoire. C'est quoi les différences, justement, que tu vois? Tu me dis qu'il y a sensiblement des missions un peu similaires. Du coup, qu'est-ce que tu vois comme différence foncièrement entre le travail de juriste en entreprise que tu as pu avoir et ton travail d'avocat, collaborateur ou non, mais en cabinet? Bon, alors, déjà, la première différence, c'est que tu n'as pas le même statut. Enfin, quand tu es avocat, tu es prestataire de service. Enfin, tu vois, donc du coup, tu n'as pas le même rôle et même le même. Comment dire? Le même. La même position. Enfin, tu vois, une fois que tu es juriste dans l'entreprise, tu es dans l'entreprise, tu es un collègue, enfin, tu vois, tu fais partie. Donc, déjà, mais il y a une différence en termes de positionnement, du coup. Et je dirais qu'en entreprise, c'était beaucoup plus, t'es un peu plus dans le dur, en fait, dans le concret. Vraiment dans les questions un peu au tout venant, t'accompagnes les projets aussi sur du long terme, alors qu'en cabinet, des fois, tu peux voir qu'un bout. Donc c'est ce que je trouvais aussi intéressant. C'est vrai qu'en cabinet, des fois, t'es un peu frustré, t'es questionné sur une partie du projet et tu sais pas forcément, t'as envie d'en être. Donc voilà, t'as cet aspect-là. Et je pense que la différence, mais même si c'est vrai que les avocats, on leur demande aussi quand même, ben non, je pense que c'est fini l'époque où les avocats font des énormes mémos hyper longs, hyper complexes pour leurs clients parce que personne n'a envie de les lire, ces mémos. Mais je pense que quand tu es juriste en entreprise, tu as quand même ce devoir de vulgarisation de ton métier et d'être vraiment dans le concret et d'apporter une solution vraiment concrète et un côté beaucoup plus opérationnel que tu peux avoir quand tu es en cabinet. Mais même si je pense que l'avocat se doit de bien comprendre le business de son client et de proposer des solutions vraiment concrètes et opérationnelles. Donc, Et il y avait un côté, on en avait discuté quand on s'était eu au téléphone, mais tu m'avais dit, et ça m'avait marqué, de dire que en fait, tu étais presque la plus senior ou la plus expérimentée sur tes sujets, et les gens te faisaient nécessairement confiance. Là où quand on est avocat junior, on l'a dit, il y a des personnes au-dessus, donc oui, on est responsable en tant qu'avocat, mais on reste... Et un point où en tout cas les apports justement, je sais pas si on va en discuter après, mais en tout cas ce que j'ai retiré et ce que tu peux revendre du coup derrière après en cabinet, c'est ce côté très autonomisant que tu as quand tu es juriste en entreprise, pardon. Souvent, alors après ça dépend des directions juridiques, mais souvent tu n'as que un juriste qui est compétent dans sa matière. Tu vas avoir une direction juridique avec plusieurs personnes, mais chacun a un peu son périmètre. Et du coup, en fait, ouais, faut y aller, quoi. Tu vois, quand on te pose une question, faut pouvoir répondre. Et du coup, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je savais des choses. Enfin, tu vois, c'est un peu bête, mais c'est ça, parce qu'en fait, quand t'es en cabinet, tu reçois la question, t'as toujours ce temps de dire, ok, je refais la recherche ou je me repose et t'en discutes avec ton associé et puis tu fais de la réponse au client. Là, t'as pas tout ce filtrage un peu qui se fait. Et du coup, ce qu'on te demande, des fois, j'avais des coups de fil où on me demandait, tu vois, en direct live, oui, est-ce que ça je peux faire et fallait répondre. Alors, soit tu me dis, écoute, je reviens vers toi rapidement, je vérifie. Mais voilà, il fallait être quand même en mesure de parler concrètement et c'est assez gratifiant, ça. Moi, j'ai trouvé ça assez gratifiant. Ça te donne bien confiance en toi. Ouais, c'est clair, ça améliore cette confiance en soi. Mais avant d'arriver à cette confiance, est-ce qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur qui vient en compte ou finalement le cadre de l'entreprise, le management qui est peut-être mieux fait aussi qu'un cabinet te permet de te mettre sur un piédestal positif en tout cas? Ouais, non, justement, ouais, j'ai pas eu ce côté syndrome de l'imposteur que j'avais peut-être plus quand j'étais en cabinet d'avocat. En tout cas, ouais. Après, ça peut être stressant parce que du coup, les gens te font hyper confiance, tu vois. Tu te dis, bon, faut pas que je dise de bêtises. Mais bon, après, après, tu gagnes. Forcément, au début, t'es un peu plus à vérifier. Et c'est marrant, au début, tu vois, on me disait, oui, tu vois, j'avais tendance à faire, tu vois, vraiment, dans mes réponses, à justifier pourquoi je disais ça. Avec les textes, on me disait, non, mais... Juste la réponse. Et j'imagine que ton expérience précédente dans tout l'univers du luxe, que ce soit dans toutes les types d'expériences, ça t'a été extrêmement utile. C'est peut-être aussi une des raisons qui a fait que tu as été faire ça à ce moment-là. Oui, je pense que si j'ai été recrutée après, oui, c'est que j'avais la connaissance du secteur. Outre la connaissance juridique, j'avais aussi cet avantage de la connaissance du secteur, que ce soit le parfum cosmétique et de manière générale le luxe. Et alors du coup, cette expérience, comment elle te fait relativiser quand tu es en entreprise et
on va en reparler, mais quand tu retombes dans la profession, cette profession d'avocat, justement. C'est vrai que ça a permis, en fait, moi, d'être passée de l'autre côté, d'être du côté client. Ouais. Ça m'a fait relativiser plein de choses. Déjà, le fait que peu importe, tu vois, le cabinet, tu vois, par exemple, les coquilles, tu vois, en fait, il y en a toujours un peu, et c'est pas grave, tu vois, genre, c'est pas grave si t'as oublié une virgule à un endroit, tu vois, ce genre de détails un peu, truc qui te rend un peu malade, où tu te dis, voilà, mais à ce niveau-là, ça m'a, tu vois, un peu permis de me détendre en me disant, bon, en fait, tu vois, des fois, t'as des consultations d'avocats où t'es hyper contente, d'autres, des fois, t'es un peu moins contente, où tu te dis, bon, ils sont un peu à côté de ce que tu as du besoin, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Ça m'a permis aussi de voir comment les entreprises, justement, travaillent avec les cabinets d'avocats. Tu vois, la partie un peu sur le choix, pourquoi tu vas choisir tel cabinet, pas tel autre, pour tel dossier. La question aussi des honoraires, tu vois, comment ce qu'une entreprise est prête à payer pour telle prestation. Ouais, stratégiquement, c'est intéressant, même pour le retour dans la profession, de comprendre d'être dans les chaussons de quelqu'un d'autre. On voit de plus en plus de cabinets, mais ça se fait sur les gros qui font des détachements. C'est un peu le même esprit, même si c'est pas le même statut. Mais c'est vrai que je pense que ça te fait gagner plusieurs années derrière. Est-ce que tu t'es questionné ou tu as pu en discuter sur justement le moment où tu as fait ce mouvement cabinet-entreprise? Souvent, on le voit plus tard, il est valorisé plus tard. Est-ce que ça a pu être invalorisé? Et deux, est-ce que tu as senti que tu l'as fait pour toi, même s'il y a plein de parcours de vie, au bon moment? Alors, je pense que j'ai pu valoriser un peu mon expérience en cabinet, voilà, mais effectivement, en général, je pense que ce mouvement se fait plus tard et permet d'être valorisé, enfin, tu vois, d'arriver à des postes de responsable directement, ce qui n'était pas mon cas, du coup, là, j'étais juste un poste de juriste. Mais, enfin, si c'est ça dont on parle, enfin, tu vois, en termes de salaire, peut-être que, effectivement, ça m'a permis d'être un peu en haut de la grille à un niveau, enfin, dans une certaine mesure. Ça m'a quand même, je pense que ça m'a quand même, je pense que du coup j'avais quand même une certaine expérience. Enfin, tu vois, l'avantage du cabinet, c'est que tu vois plein d'entreprises différentes. Du coup, moi en plus, je travaillais beaucoup dans cette industrie quand j'étais en cabinet. Du coup, j'avais quand même un certain bagage qui, je pense qu'en termes d'années, si j'avais été que dans... Enfin, tu vois, je pense que mes 2 ans de cabinet valaient un peu plus que 2 ans en entreprise. Même si, par ailleurs, il y a d'autres choses que j'ai appris en entreprise et que je n'avais pas du tout appris en cabinet. Donc, voilà. C'est complètement complémentaire. Et voilà, mais c'est des métiers différents quand même. Ça reste des métiers différents. Bien sûr. Et justement, pour toi, quelles ont été les limites de cette expérience en entreprise? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à revenir à un moment donné en cabinet d'avocat et tu t'es dit, voilà, là, maintenant... En fait, je crois que le fait d'être monoclient, enfin, tu vois, en fait, par définition, quand tu es juriste en entreprise, tu ne travailles que pour une entreprise. Même si c'était extrêmement intéressant les sujets sur lesquels je travaillais, je pense qu'au bout de 2 ans, j'avais pas encore fait le tour, je pense, mais je sentais que moi, en fait, ce qui me plaisait, c'était de travailler le matin, ok, dans le secteur du luxe, mais l'après-midi, je sais pas, complètement de l'agroalimentaire l'après-midi. Enfin, voilà. Et ça me manquait. La variété vraiment des sujets que tu peux avoir quand tu es en cabinet. Je pense aussi en termes de justement progression. Tu vois, du coup, j'avais pas forcément de perspective d'évolution dans la direction juridique dans laquelle j'étais, tu vois, en termes de que ce soit élargissement de mes missions ou pour me faire progresser. Donc j'avais l'impression que j'allais à un moment donné arriver à un certain plafond. Pareil en termes de... Pardon, je te coupe, mais pareil en termes de salaire, parce que c'est vrai qu'on a moins l'information à ce sujet. On n'évolue pas de la même manière, hein, clairement. Alors après, c'est pas les mêmes... on te demande pas les mêmes choses. Enfin voilà, t'as d'autres éléments à prendre en compte. Mais c'est sûr que oui, en termes de salaire, t'évolues pas du tout de la même manière. C'est assez plafonné. Alors autant, tu vois, l'avantage des cabinets, je trouve qu'en général... Ça dépend des cabinets, mais souvent c'est des grilles, c'est assez transparent et tu sais que tu prends tant par année si tu passes l'année supérieure. Après, voilà, tu peux aussi juste te faire remercier entre-temps et voilà. Mais
En entreprise, bon, bah voilà, tu sais pas trop comment les augmentations sont faites, comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est limité. En plus, les fonctions juridiques, ça reste des fonctions support, donc tu vois, c'est difficile de négocier un variable, parce que du coup, par définition, en fait, tu ne vends rien. Tu vois, t'es un peu t'es juste un poste de coût, un poste de dépense. C'est obligatoirement là, non, mais puis voilà, mais bon, en fait, ouais, ce que je dis, ok, on ne fait pas gagner d'argent en soi, mais on évite que l'entreprise en perde, parce que t'évites, voilà. Mais du coup, c'est vrai que oui, ça c'est un point, c'est clair, t'évolues pas de la même manière, surtout dans nos métiers, voilà, c'était pas dans les mêmes ordres de grandeur en termes d'augmentation. Je dirais pas que c'est ça qui a fait que je suis retournée en cabinet, enfin tu vois. Qu'est-ce qui fait retourner du coup en cabinet? C'est les missions plutôt? Ouais, les missions, non, mais puis en fait, ouais, je pense que en fait, le métier d'avocat me correspondait plus. Et alors quand tu retournes chercher une collaboration, j'imagine qu'avec le bagage que tu as, l'expérience, double expérience professionnelle, tu as des critères qui sont bien plus exigeants, ou en tout cas conscients avec toi. Comment tu t'y prends? Quels sont les éléments de l'entreprise que tu vas pouvoir et vouloir amener avec toi, ceux sur lesquels tu es capable de mettre un... C'est sûr que je pense que, tu vois, en entreprise, bon, l'équilibre vie pro, vie perso, tu arrives vraiment à bien le gérer. Et ça, c'est quelque chose que j'étais pas prête à complètement... Enfin, c'était inimaginable de repartir sur quelque chose où t'as pas de vie et tu vas... Voilà. Je pense que ça correspond à des gens. Il y a des gens qui sont fous de travail et qui ne dérangent pas du tout. Moi, je cherchais pas ça. Pour moi, c'est quand même assez important de pouvoir gérer ta vie pro, ta vie perso. Donc j'avais ce critère-là, mais ce dont on a parlé, le critère de je voulais être dans un environnement qui n'était pas toxique. Voilà. Mais alors pour l'environnement toxique, j'imagine que tu essaies de te renseigner pareil auprès de confrères, de consoeurs, etc. Sur le côté équilibre vie pro, vie perso, c'est intéressant parce que tout le monde utilise cette notion, tant les collaborateurs que les cabinets. Qu'est-ce que toi, même si chacun a sa définition, tu impliques et tu inclus dans cet équilibre-là? Qu'est-ce que tu as allé chercher? Quelles sont les questions justement qu'on va poser à un cabinet? En fait, c'est vrai que en plus, c'est pas forcément le genre de choses dont tu oses forcément parler en entretien, parce que c'est toujours un peu où tu te dis, bon, voilà, je suis là pour postuler à un job, je vais peut-être pas leur dire, alors combien on a de vacances? Enfin, tu vois, c'est pas le genre de choses dont tu parles, mais bon, en même temps, c'est important. Mais tu le vois en fait dans la manière dont. Moi, par exemple, là, le cabinet où je suis, ce que j'ai vraiment apprécié et qui a joué dans la balance, c'est que j'ai rencontré les associés, mais j'ai aussi rencontré les collaborateurs de l'équipe. Tu vois, et du coup, ça m'a permis de discuter avec eux de manière un peu plus transparente, bon, même si tu restes dans un cadre où ils n'allaient pas non plus cracher sur le cabinet, mais tu vois, de les avoir rencontrés, enfin voilà, je sentais qu'ils avaient l'air quand même heureux et tu vois, et c'est ce que je leur ai dit, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous avez une vie, enfin est-ce que voilà. Est-ce que vous allez faire du sport les semaines? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux aller faire ta séance de sport de temps en temps, ou est-ce que non? Ouais. Tu vois, est-ce que tu es condamné à juste voilà. Et est-ce que tu as justement eu des entretiens, tu as passé peut-être d'autres entretiens où justement les réponses ou l'absence de réponse a été vraiment un red flag? Est-ce que tu as des choses, et moi je trouve ça intéressant de les partager aussi pour qu'on se rende compte, que ce soit les collaborateurs ou des associés, que ça c'est des choses à bannir et que voilà, ça fait fuir potentiellement des bons atouts? Ça m'est arrivé une fois, alors c'était pas à ce moment-là, pour ça c'était plutôt quand je passais des entretiens, tu vois, j'avais été chassée pour... et en fait, vraiment l'associée, en fait je sais pas, elle m'avait... je m'étais... ce qui a dégagé, tu vois, c'était beaucoup de... Tu sentais que c'était... que ça avait fusé, je sais pas comment dire, mais... Très strict. Ouais, très strict. Je sentais vraiment le côté très strict. Et où, en fait, t'étais un collaborateur... tu vois, t'avais l'impression vraiment, elle cherchait un collaborateur, parce qu'elle avait besoin d'un collaborateur dans son équipe, mais qu'il n'y avait pas du tout... de réflexion. Ouais, je sais pas comment dire, mais vraiment, elle m'avait pas du tout donné envie de travailler avec elle. Alors peut-être qu'en fait, par ailleurs, tu vois, s'il faut... mais c'était faux, ce que j'ai pensé, tu vois. Mais vraiment, la manière dont elle décrivait, la manière de travailler avec elle, voilà, que c'était comme ça.
ça m'avait un peu... Mais je ne saurais pas exactement t'expliquer pourquoi. Et en plus, c'était il y a un petit moment. Donc, te dire quel est le moment où vraiment j'ai senti que ça allait pas être possible. Mais voilà, en fait, j'ai senti le côté potentiellement, j'allais pas être heureuse. Ouais. Enfin... Non, mais il faut s'écouter. La phrase « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute », je trouve qu'elle est essentielle parce que oui, peut-être que tu te serais planté, mais en fait, si on part avec des a priori, on commence déjà mal là-dessus. Très clair. Est-ce que, du coup, comment ton expérience passée, avec tout ce qu'on a dit que tu en avais retiré, t'influence justement aujourd'hui dans ta nouvelle collaboration? Ça fait seulement quelques mois là que tu as repris. Est-ce que tu vois déjà les impacts que ça peut avoir au quotidien sur ton activité? Ouais, alors déjà, je pense qu'on parlait du gain de confiance en soi. Je me rappelle ma première collaboration quand je devais appeler un client, etc. J'étais toujours hyper stressée, tu vois, de l'aspect un peu relation client. Ou quand j'avais des calls en anglais, je me rappelle, mais j'étais... Alors que, bon, voilà, je me rappelle, mon associé, il me disait, mais je comprends pas pourquoi t'es stressée, c'est vrai, tu parles correctement, on s'en fout, tu vois, de l'accent, il me disait, détends-toi, c'est pas grave. En entreprise, j'avais pas le choix, voilà, je travaillais dans un groupe qui avait des filiales de partout dans le monde, il y avait des calls, je devais les faire en anglais, et c'était qu'en anglais, et c'était comme ça, et ça se passait très bien. Et aussi, voilà, et même, du coup, j'avais dû prendre un peu confiance en moi pour prendre la parole pendant des réunions, etc. Et ben ça, vraiment, c'est quelque chose. Maintenant, je suis moins. Enfin, je dis pas que je suis plus du tout stressée quand je dois appeler un client ou quand. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me tétanise ou qui me stresse outre mesure. Voilà, l'aspect relation client, vraiment, je suis beaucoup plus détendue là-dessus. C'est pas mal. C'est peut-être un petit peu tôt pour cette question, mais est-ce que du coup tu te projettes là à développer ta clientèle perso, à aller la chercher? Je sais que les premières années justement, on a soit le syndrome de l'imposteur, on n'ose pas parler, mais avec tout ce que tu me donnes là comme élément, ça projette un petit peu ça, quoi. C'est vrai que moi, l'aspect développement, enfin tu vois, tu me posais la question quand j'ai commencé la profession. L'aspect de développement, c'était pas quelque chose sur lequel je me sentais très à l'aise, mais exactement, tu as le syndrome de l'imposteur, te dire voilà. Maintenant, c'est quelque chose, je pense, qui me plairait un peu plus, tu vois, te dire, on développe. Et le cabinet dans lequel je suis, il nous associe vraiment quand il y a des dossiers à aller chercher, ou tu vois, c'est assez fréquent maintenant quand même que les clients fassent des espèces d'appels d'offres entre cabinets où tu dois un peu pitcher, etc. C'est hyper intéressant en fait, et le cabinet dans lequel je suis nous associe vraiment à cette réflexion de voilà comment tu construis ton offre à ton client, tu vois, de pouvoir un peu évaluer, te dire ok, ça, combien de temps tu devrais y passer, et comment combien tu factures. C'est quelque chose qui me plaît, hein, tu vois, de plus en plus en fait, ce côté un peu développement de relations clients. Donc voilà, ce sera l'étape d'après, on va dire là je suis quand même dans on reprend dans la profession, on se concentre d'abord sur la réussite de la collaboration au sein du cabinet. En tout cas, moi, c'est ma priorité avant développement de clientèle personnelle. Voilà. Après, en plus, dans ma matière, la clientèle personnelle, c'est quand même moins en concurrence. Voilà. Après, je fais quand même pas mal de droits à la distribution. Donc, si j'ai un ami qui monte sa start-up ou sa boîte de je sais pas quoi, voilà. N'hésitez pas à faire appel à moi. Mais dernière chose, est-ce que justement, je t'avais posé la question dans le sens inverse, est-ce que ton expérience de juriste peut être valorisée quand on retourne en cabinet d'avocat? Alors, j'avais très peur de ça. En tout cas, j'avais peur parce que quand j'étais en entreprise plusieurs fois, je pense qu'au bout de la première semaine, j'avais une chasseuse de tête qui m'avait appelée. Je lui avais dit bon, je viens de commencer, je vais pas chercher ailleurs. Mais elle m'avait rappelé, je pense, au bout d'un an. Et je lui avais dit là je cherche pas à bouger tout de suite, en revanche je sais que ma prochaine expérience ce sera un retour en cabinet. Et je lui avais posé la question concrètement, je lui avais dit combien de temps faut que... Et donc elle m'avait dit 2-3 ans, pas plus, parce qu'après ça peut être un frein. Donc moi j'ai fait pas tout à fait 2 ans, mais en tout cas je peux dire que pas tout à fait 2 ans, c'est pas du tout un frein pour retourner en cabinet. Et tu n'étais pas perdante en revenant en cabinet? Déjà, j'ai passé plusieurs entretiens, j'ai vu différents cabinets avant de choisir celui dans lequel j'étais. Personne n'a été trop choqué de ce mouvement. Okay. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Je pense que dans ma matière, en plus, ça se fait bien. En droit éco, c'est pas mal. Finalement, tu as l'aspect un peu...
Voilà, donc je pense que ça se valorise bien. Et du coup, non, ça n'a pas été un handicap. En tout cas, voilà. J'ai pas. Alors, je sais pas si ça aurait été le cas pour tous les cabinets, mais en tout cas, j'ai pas perdu en termes de seniorité. Okay. J'ai pas été pénalisée par ce passage en entreprise. Donc voilà. Vraiment, je pense qu'il faut pas se dire. Si il y a des personnes qui se posent la question, de se dire tiens, je tente très bien l'entreprise, mais en même temps. C'est pas un frein pour revenir en cabinet après. Je pense que c'est un mouvement qui se fait bien. Voilà, donc c'est rassurant et je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Évidemment, chaque expérience est différente, mais c'est intéressant d'avoir des retours là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Comment tu te projettes là Écoute, ce qu'on peut me souhaiter, que le cabinet continue de me plaire. Je pense que c'est le cas. En tout cas, là, ça fait que 3 mois que j'ai repris en cabinet, mais ouais, je sais que c'est ça qui me plaît. J'ai retrouvé mes marques aussi, j'avais un peu peur de ça. Aussi, je peux rassurer les gens, on n'oublie pas ce que c'est que le métier d'avocat. Donc voilà. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, c'est que ma collaboration se passe bien. Et elle est développée par la suite. Merci beaucoup pour cet échange. J'étais hyper intéressée et de pouvoir voir justement ces différents mouvements, et tu es loin d'être la seule à se poser la question et à vouloir franchir le pas dans un sens ou dans l'autre. Donc vraiment, c'était super chouette. Merci à toi. Merci. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!